Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Henri. Je suis actuellement devant un tout nouveau bâtiment qui vient de sortir de terre et qui s'appelle les Étincelles du Palais de la Découverte. Et oui, comme vous le saviez peut-être ou pas, parce que c'est un monument vraiment de l'histoire de la vulgarisation scientifique à Paris et en France en général, mais vraiment à Paris. C'est un bâtiment qui existe depuis 1937, qui a été fondé par Jean Perrin, un grand physicien qui a été prix Nobel d'ailleurs, et homme politique aussi, et donc qui a fondé le Palais de la Découverte et aussi une petite chose qu'on appelle le CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique, rien que ça. Et donc ce Palais de la Découverte, il s'avère qu'il est en ce moment en rénovation, et donc c'est justement l'objet de ce nouveau bâtiment, les étincelles du Palais de la Découverte, qui sont là pour faire le lien d'ici la réouverture du palais dans les années 2024-25 a priori, si je ne m'abuse. Donc où sommes-nous hein, je vous le demande. Nous sommes au jardin Caroline Aigle, qui est situé pas loin du parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Et je vous propose de découvrir ce bâtiment à l'occasion de son ouverture, aujourd'hui même, 9 juin 2021. Et donc pour ça, je vous propose une petite déambulation à l'intérieur de cet endroit et aussi partir à la rencontre de ses hôtes. Donc pour commencer, j'accueille Bruno Macquart, qui est le président d'Universcience. Universcience qui est l'entité qui regroupe d'une part la Cité des Sciences et de l'Industrie et d'autre part le Palais de la Découverte. Donc bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je suis ravie de votre présence, merci de nous en honorer. Tout d'abord, j'aurais une petite question à vous poser. Pourquoi avoir créé ce centre de sciences ? Écoutez, le Palais de la Découverte est en travaux. Il est en travaux pour plusieurs années. Et nous voulions continuer à pouvoir accueillir notre public pendant ce temps-là. Et nous avons donc cherché un lieu dans Paris. Et nous sommes arrivés ici, dans le 15e arrondissement, dans ce jardin magnifique. D'accord. Et alors pourquoi ce choix de nom, les étincelles du Palais de la Découverte ? Pourquoi les étincelles ? Alors les étincelles, ça évoque la science, ça évoque les phénomènes scientifiques, ça évoque les démonstrations scientifiques. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous proposons au public. C'est ce que nous proposons au public ici. C'est ce que nous proposons au public, évidemment, depuis que nous existons et ce qu'on retrouvera après les travaux. Alors, par ailleurs, les étincelles, c'est ce qu'on a envie de voir dans les yeux de nos visiteurs quand ils nous rendent visite. Très bien. C'est un peu audacieux d'avoir appelé ça les étincelles pour un bâtiment entièrement en bois. Je vais passer là-dessus. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu, justement, qui est à l'allure particulièrement étonnante? On remarque ces chapiteaux colorés qu'on aperçoit de loin quand on se promène dans le quartier. Alors, c'est un bâtiment tout en bois. C'est un bâtiment écologiquement responsable. On n'a pas coulé de béton. C'est une façon de construire qui est, j'allais dire, celle qui devrait être la plus générale aujourd'hui. On arrive dans ce lieu magnifique et on pourra en repartir en le laissant dans l'état dans lequel on l'a trouvé. C'est important. Et puis par ailleurs, on a poussé la démarche jusqu'à réutiliser à l'intérieur, vous allez le découvrir dans quelques instants, jusqu'à réutiliser tout un tas de matériaux qui étaient au Palais de la Découverte et qu'on a réemployé ici. Vous verrez, il y en a de toutes sortes. C'est une façon de dire aussi qu'on s'appuie sur ce qu'on est pour inventer ce qu'on va être. C'est un lien avec le passé, mais c'est en même temps une formidable projection dans le futur. On a voulu cette architecture joyeuse pour signifier que c'était la maison de tous. Tout le monde est le bienvenu pour venir assister à nos démonstrations dans nos salles d'atelier, dans notre planétarium, pour y rencontrer la science, la recherche, présentée par des femmes et des hommes dont c'est le métier, qu'on appelle des médiatrices et des médiateurs, et qui n'ont qu'une hâte, c'est d'accueillir tout le monde ici, parce que ça fait quand même un moment que les musées n'ont pas pu totalement remplir leur mission, qui est d'accueillir leur public dans leurs murs. D'accord. Donc l'idée, c'est de se réinventer sans oublier son histoire. C'est d'avoir un moment privilégié avec les publics, un entre-deux, puisque pendant les travaux, évidemment, nous construisons, nous inventons ce que sera le palais à la réouverture dans notre bâtiment historique qui va être totalement restauré. C'est aussi un endroit dans lequel on va expérimenter un certain nombre de choses, puisque le public est toujours très disponible pour répondre à nos sollicitations. Et donc, encore une fois, il est le bienvenu ici, à tout âge. On vient en famille, on vient seul, on vient en classe. En tout cas, il faut réserver à l'avance pour que, évidemment, chacun puisse trouver l'activité qui lui plaît.
Très bien. Donc c'est un lieu pour tout âge, effectivement, en famille. Il y a des scolaires aussi qui vont venir ici? Alors les scolaires sont, vous le savez, les bienvenus dans notre maison. On leur a, entre guillemets, réservé les jours de la semaine et puis les familles, les publics individuels, comme on les appelle, pourront venir le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Comme ça, chacun a sa plage horaire et tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir à Paris, mais aussi suivre nos activités à distance, puisque le Palais, pendant les travaux, fait d'autres choses. Il travaille avec des collègues en région, il a ouvert une exposition à Bordeaux, et puis il est aussi présent sur la toile avec toute une série de propositions nouvelles, préparées par les équipes et qui vont se déployer progressivement au cours des mois qui viennent. D'accord, et vos équipes font ça très bien. Je précise. Je vous remercie, je le leur dirai de votre part. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno Macquart pour cette présentation. Merci à vous. J'ai hâte de découvrir ce lieu, j'espère que vous aussi. J'accueille à présent l'architecte de ce lieu, Loïc Julienne, architecte des étincelles du Palais de la Découverte à l'atelier Construire. Alors bonjour Loïc Julienne. Bonjour. Merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de la conception de ce lieu qui est quand même très original? Alors d'abord, c'est un projet qui se voulait quand même un écho au Grand Palais. Le Grand Palais, c'est un bâtiment extraordinaire qui a marqué son époque et qui continue à marquer le paysage de Paris, de très grandes dimensions, avec des verrières, etc. J'ai retrouvé un petit peu de cette grandeur du Grand Palais dans ce petit coin du 15e arrondissement. Alors c'était assez compliqué parce qu'on avait un terrain contraint, on est coincé entre un jardin, un cimetière, dans un endroit un peu comme ça caché. Et donc et le programme était complexe aussi. Hein. Il fallait d'abord respecter beaucoup d'objectifs du développement durable et aussi répondre à un certain nombre d'éléments de programme. Et donc on a décidé de construire en fait 6 modules, tous identiques, de la même hauteur, des mêmes dimensions, et ces 6 modules correspondent aux différentes fonctions du Palais de la Découverte. Et donc, ils sont montés assez haut pour exister dans le paysage parisien, et on les a colorés pour en faire un lieu un peu vivant, un peu gai, pour que les enfants s'y reconnaissent aussi un petit peu. Très bien. Et alors, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur la construction de ce bâtiment? Alors, il y a plein d'anecdotes. Hein. D'abord, il a été entièrement préfabriqué en atelier, puis monté sur place, pour ne pas gêner le quartier, pour faire un montage très rapide. Et il a été, comme vous le voyez, surélevé par rapport au niveau du sol, puisqu'on est en fait dans un terrain qui est inondable, au sens où les crues centennales de la Seine, donc tous les 100 ans à peu près, la Seine peut déborder de son lit et donc venir du coup se glisser sous le bâtiment qui ne sera pas atteint par cette montée des eaux. Voilà, on espère quand même que dans les 5 ans qui viennent, on n'y aura pas droit. Mais oui, voilà. d'accord. Au moins, vous êtes prêts pour au cas où. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Loïc Julienne, pour ces explications. Alors, à présent, je vous invite à aller à l'intérieur de ce bâtiment. On va le découvrir ensemble. On va pouvoir aller voir tout ça et surtout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, m'est avis que vous ne serez pas déçus. Moi-même, je ne l'ai découvert que ce matin et je n'étais pas déçue. Alors, je vous propose d'y aller. Allez, suivez-moi. Nous sommes maintenant à l'intérieur de ces étincelles du Palais de la Découverte. Et oui, nous y sommes. Et alors, nous allons découvrir bientôt la chef des médiateurs du Palais, qui est donc Emmanuelle Lambert. Allez, c'est parti, on y va tout doucement et de profil. Emmanuelle Lambert, bonjour. Bonjour. Tu es chef de département des unités scientifiques. Oui. Tu es dans une pièce avec beaucoup d'écho, mais nous avons des bons micros, donc il n'y aura pas de problème. Donc on a vu qu'il existait différents chapiteaux de couleurs. Bruno Macquart nous a expliqué tout ça. Comment ils sont habités, ces différents chapiteaux? Comment ça va fonctionner? Alors l'idée, c'est vraiment ici de conserver la même offre que nous avions dans le 8e arrondissement. Donc c'est-à-dire que nous avions 7 disciplines, nous les conservons, mais par une raison de faute de place, on a été obligé d'associer, de faire des duos, on va dire, de médiation. Donc vous allez avoir dans la première salle les disciplines chimie et géosciences, dans la deuxième physique, informatique et sciences du numérique, dans la troisième les sciences de la vie et les mathématiques, et à la fin le planétarium avec un beau ciel étoilé. Le clou du spectacle. Très bien. Oui. Oh oui. Et donc, est-ce qu'il y a des activités incontournables à ne pas contourner?
Alors, on va effectivement retrouver les grands classiques que nous avions déjà dans le Palais de la Découverte, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux vivants, les fourmis, les grenouilles. On va retrouver les grands classiques des sciences de la Terre que sont les dinosaures, les volcans, les séismes. On va avoir aussi ce côté un peu plus moderne avec les robots, l'intelligence artificielle, pouvoir aller à l'intérieur de la matière avec, par exemple, réactions en tout genre, les molécules géantes, également aussi avec l'électrostatique, la physique, et donc bien évidemment les mathématiques qui sont la science de tous. Parfait. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés à côté de ça? Alors effectivement, en parallèle, vous allez pouvoir retrouver... Oui, ça tombe bien. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, en comparaison de ces grands classiques qui sont quand même réadaptés pour ce lieu, on va retrouver ce qu'on appelle les activités du laboratoire de la médiation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de co-concevoir avec le public des nouveaux formats de médiation, en faisant appel justement à l'expertise de ces publics. Ça peut être une expertise professionnelle, ça peut être une expertise, on va dire, individuelle. Et donc tout ça, on va commencer à le développer à partir de la rentrée prochaine. D'accord, très bien. Et un petit détail qui n'était pas prévu, est-ce que tu pourrais définir le métier de médiateur? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le métier de médiateur, je dirais, puisque comme je l'ai pratiqué pendant 20 ans personnellement, que c'est la personne qui va faire le lien entre le monde de la recherche et le grand public, c'est-à-dire utiliser tous les moyens à notre disposition pour expliquer ce qu'est la science. Et c'est vrai qu'ici, on a aussi cette approche un peu ludique qui est notamment révélée par ces fameux cônes de couleurs. D'accord. Et alors, si j'ai envie de venir ici, comment je fais? Est-ce qu'il faut réserver sa place? Oui, pour venir, systématiquement, il faut passer par le site internet du Palais de la Découverte. Donc ici, ce sont les étincelles du Palais de la Découverte, le site internet, réservation obligatoire. Et profitez-en parce que justement, on ouvre avec une semaine de gratuité pour l'ensemble de nos publics, qu'ils soient scolaires ou individuels. À noter. Très bien, merci beaucoup Emmanuelle. Eh bien, je t'en prie, bonne visite. Merci. Je continue donc cette déambulation avec Baptiste Bureau, que je découvre ici. Donc tu es designer. Bonjour, enchanté. Enchanté. C'est toi qui t'occupes de la mise en scène de la scénographie des expositions à Universcience d'habitude. C'est ça, exactement. La Cité des Sciences. Voilà, la Cité des Sciences et anciennement Palais de la Découverte. Voilà. Et donc c'est toi qui t'es chargé d'habiter ces différents chapiteaux. Voilà, de réaliser tous les meublants, tous les agencements intérieurs du palais éphémère des étincelles. Et alors donc tu as tout réalisé from scratch, comme disent les Anglais? C'est ça, voilà. On est parti avec les moyens du bord, donc je peux peut-être te donner un exemple sur cette banque d'accueil, où là on retrouve des revues découvertes qui avaient été stockées par les médiateurs notamment, et qui partaient à la benne, et donc on les a sauvées de la poubelle. Au même titre que ce plateau qui provient de la banque d'accueil du Palais de la Découverte qu'on a recoupé et qu'on a réassemblé. On retrouve des panneaux en bois de la salle informatique. On retrouve la queue du dinosaure du balcon Terre et Vie. Ici, c'est une vitrine de mathématiques. Et là, ce sont des éléments du balcon Terre et Vie également, qu'on a utilisé là pour la banque d'accueil, mais qu'on va retrouver plus tard dans d'autres salles. Okay. Il faut savoir qu'il y a presque, on a estimé à 17 tonnes le poids de matériaux qu'on a sauvé de la benne et qu'on a réutilisé pour les aménagements qu'on va découvrir. D'accord, bah, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Je te propose de m'accompagner pour aller visiter un peu ces différents modules et nous expliquer un peu ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Et surtout ce qui ne l'est pas, du coup. Oui. Allez, en route. Allons-y. Aussi à la découverte du premier module qui parle de chimie et de géosciences. Oh, quelle belle science. Allons-y, suis-moi. Alors Baptiste, raconte-nous. Alors voilà, là comme vous le voyez, nous sommes dans la salle qui traite de la chimie. Wow. Et là, ce que tu touches, c'est le tableau de Mendeleïev. Et donc là, tu es en train de caresser un panneau de bois qui vient de l'exposition Lumière. À côté de ça, on a des fragments de l'école des rats. Ici, c'était des panneaux de la salle chimie. Et comme ça, on retrouve une dizaine d'expositions du Palais de la Découverte. Et donc, on a récupéré les panneaux de bois et on les a gravés pour constituer ce tableau de Mendeleïev. C'est magnifique. Et c'est des tiroirs magiques? Il y a des choses sur le Alors, c'est pas des tiroirs magiques. Ah, il y a un petit... bon, il y a une petite surprise quand même, malgré tout. N'en dis pas plus, il faudra venir ici. Voilà. Et là, par exemple, on retrouve également le parquet qui était présent. Donc, c'est un parquet en chêne massif qui avait été posé en 1937. Et donc, par Jean Perrin lui-même. Par Jean Perrin lui-même, exact. et que nous avons reconstitué ici pour fabriquer les estrades qu'on retrouve donc en chimie, qu'on va retrouver en physique et en biologie.
et mathématiques. Et ces chaises sont quand même assez Oui, étranges et curieuses. Alors, comme tous les autres matériaux, donc tous les matériaux, vous l'avez compris, hein, proviennent du recyclage. Celles-ci, elles ne proviennent pas, en revanche, directement du Palais de la Découverte. Elles proviennent de différentes écoles pour les assises. Et on les a bricolées pour les adapter à des sièges de bureau, pour pouvoir avoir des pistons, pour pouvoir régler les hauteurs pour certaines d'entre elles. Et donc, comme tu le vois, elles se tournent pour pouvoir donc soit consulter côté chimie, soit le côté géosciences, que voici. Alors, géosciences, on retrouve quasiment l'intégration qui a été présente au Palais de la Découverte. On s'est permis une petite coquetterie, on a rajouté les cartels de braille qui étaient présents sur le balcon Terre et Vie pour constituer cette crédence. La géologie en braille. La géologie en braille, exactement. C'est beau. Et alors, je fais juste un petit focus sur les porte-manteaux. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la frise, du balcon Terre et Vie. Et donc on a récupéré les plats comme ça en aluminium qu'on a cintrés pour constituer tous les porte-manteaux de toutes les salles. Donc vous le verrez, il y en aura régulièrement dans chacune des salles. Que c'est beau. On peut accrocher ces manteaux sur des millions d'années de Sur des millions d'années. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Merci Baptiste pour ce grand moment. J'ai hâte de te retrouver. À tout à l'heure. C'est très bien. À bientôt. Je vous propose maintenant, à présent, d'aller côté chimie pour aller voir notre amie Sarah. Sarah, bonjour. Tu es chimiste médiatrice? Tout à fait. Donc, chimiste médiatrice. Donc, ici, on est du côté chimie de la salle de chimie-géologie. Ça tombe bien. Et donc, je vous propose un petit avant-goût, un petit amuse-bouche de ce qu'on fait en exposé. Donc, tu l'as dit, on est dans la salle de chimie. Et donc, en chimie, ce qui nous intéresse, c'est la matière. On observe la matière, on essaie de comprendre de quoi est constituée la matière, on manipule la matière, on essaie de transformer la matière. Tout ça, en passant par des expériences. Et donc, c'est ce que je vous propose, une petite expérience, une version un peu raccourcie, avec une matière que vous connaissez peut-être, qui s'appelle du peroxyde d'hydrogène. Alors là, dit comme ça, peroxyde d'hydrogène, on n'est pas sûr, est-ce que j'en ai chez moi, pas chez moi? Si je vous le dis autrement, si je vous parle d'eau oxygénée, bien oui. Là, on se dit oui, ma salle de bain, mon armoire à pharmacie. Alors, il y a quand même une petite différence entre l'eau oxygénée que j'ai ici et celle qu'on achète à la pharmacie. Moi, je vais utiliser de l'eau oxygénée concentrée à 33%, donc à peu près 10 fois plus concentrée que l'eau oxygénée qu'on utilise à la maison. Et donc, je vais prendre quelques précautions. Donc, j'ai une blouse. Je vais utiliser des gants pour protéger mes mains. Hop, si j'arrive à les mettre dans le bon sens, évidemment, c'est la partie la plus technique de toute manipulation. Et puis, je vais aussi utiliser une paire de lunettes pour protéger mes yeux et avoir un style incomparable. Évidemment. Toujours être coquet quand on fait des évidemment, la panoplie est là. Et donc, on va pouvoir manipuler. Donc, je vais verser un petit peu d'eau oxygénée dans ce récipient qui s'appelle une éprouvette graduée, pour ceux qui se rappellent leur TP de physique-chimie. Et donc, si je verse l'eau oxygénée, hop, on constate que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose déjà. C'est un liquide transparent. Alors attention, c'est un liquide transparent, je vous dis, ça s'appelle de l'eau oxygénée, donc bon, on pourrait se dire c'est de l'eau. Attention, non, c'est pas de l'eau. Tout court, c'est de l'eau oxygénée, et ça va lui donner des propriétés particulières. Alors donc, je vous ai dit, on essaie de transformer la matière, là, à l'évidence, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être que ça se transforme, mais que ce n'est pas une transformation qui est visible. Donc moi, je vous propose d'essayer de faire en sorte qu'on ait une transformation visible. Et pour ça, on va rajouter une poudre qui s'appelle de l'iodure de potassium. Ça, l'iodure de potassium, en général, on n'en a pas à la maison. Ça ne sert pas vraiment dans la vie de tous les jours. Mais ça va nous permettre de déclencher notre réaction bien visible. Alors, je pourrais le faire comme ça directement, mais c'est quand même l'ouverture des étincelles du Palais de la Découverte, donc on va essayer de rendre ça un petit peu plus visuel, un petit peu plus grandiose. Et pour ça, je vais rajouter deux choses. Alors tout d'abord, je vais rajouter du colorant. Alors là, pas de secret, le colorant, ça sert à colorer. Incroyable. Voilà. Vous en apprenez des choses aujourd'hui. Alors je vais mettre la dose, ça va être très foncé pour le début de l'expérience. Hop, voilà. C'est quoi comme colorant? Alors, c'est du colorant alimentaire vert, qui a l'air très foncé pour le moment, qui fait un peu marron pour le moment, effectivement. C'est pas très appétissant, j'en conviens. Deuxième ingrédient, alors là, du coup, ça va plus du tout être appétissant, je vais rajouter du liquide vaisselle, du savon liquide. Hop. Et donc là, pour le moment, il se passe toujours pas grand-chose. Et donc, tout simplement, c'est que notre colorant et notre liquide vaisselle, ils réagissent pas spécialement avec l'oxygéné, il se passe pas grand-chose, je pourrais très bien m'en passer. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est notre poudre, notre iodure de potassium. Alors, pour rajouter l'iodure de potassium, je vais aller me placer sous la hotte aspirante.
c'est une précaution supplémentaire, et puis c'est plus pratique pour le ménage. C'est pas faux. Donc je me place sous la hotte, je prends une bonne spatule d'iodure de potassium. Oh, Et donc là, bah, pour le coup, il se passe quelque chose. On Oui. observe Oh, ça assez chauffe. rapidement une mousse. Et donc, Valentine, tu nous dis que ça chauffe. Alors, pourtant, tu n'as pas mis les mains dedans. Ce qui donne l'impression que ça chauffe, c'est qu'effectivement, on voit une espèce de brouillard, une buée qui se dépose sur les parois. Et donc, effectivement, ça chauffe. Donc, si on regarde bien, ben, on a deux phénomènes. On a une mousse qui se forme et un brouillard, un nuage. Et donc, en fait, à partir de ces observations-là, eh ben, on peut à peu près comprendre ce qui s'est passé. Hein. Alors là, je vais vous faire la version un petit peu raccourcie. Mais en gros, une mousse, c'est du gaz emprisonné dans quelque chose, en l'occurrence du savon. Et ce gaz, il n'était pas là au départ. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a formé un gaz. Dans notre cas, c'est de l'oxygène, du dioxygène, je devrais dire, mais de l'oxygène, ça marche aussi, c'est deux noms pour la même chose. Cet oxygène, il s'est formé à partir de l'eau oxygénée. Alors, si on a de l'eau oxygénée et qu'on en extrait l'oxygène, il nous reste de l'eau. De l'eau, voilà. Et comme la manip chauffe, eh ben, on a cette espèce de brouillard, cette vapeur, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe quand on fait chauffer une casserole. Voilà, donc en gros, c'est le type de manip qu'on fait dans cette salle. On en fait plein d'autres. Hein. L'idée, c'est de voir que la chimie, elle est partout autour de nous dans la vie de tous les jours. Et donc, par ce système de manip, observation, déduction, eh ben, on peut aborder des sujets aussi variés que l'énergie, les plastiques, la criminalistique, les odeurs, les couleurs. Bref, tout plein d'exposés. En tout cas, toute l'équipe de chimie est impatiente de vous accueillir. On espère vous recevoir nombreuses et nombreux en chimie. Bah écoute, on a hâte de revenir, ou de venir pour les moments. Et bon courage pour la vaisselle. Évidemment, la meilleure partie. Toujours avoir un chimiste. Tous les chimistes le savent. Je me tourne à présent vers le coin géosciences, qui, comme son nom l'indique, est un coin qui parle de cailloux. Et donc forcément, ça m'intéresse. Allez, en route. Nous allons à la découverte Olivier Coulon, qui est donc médiateur en cailloux. Olivier, raconte-nous. Bonjour. Eh bien, voilà. Tu as déjà trouvé tout de suite les exemplaires qui te plaisaient. Donc, Oui. on a rapatrié une bonne quantité de nos échantillons, presque tous, hein, qui vont nous permettre de traiter l'essentiel de nos exposés. Alors, par exemple, si on se tourne sur le côté, eh ben, on peut voir que la paléontologie va être à l'honneur. Nous avons deux types d'exposés. Hein, donc là, nous avons l'évolution de l'espèce humaine, avec des tas de petits personnages ravis de rencontrer le public bientôt. Et sinon, l'exposé consacré aux dinosaures, hein, avec à nouveau quelques exemplaires. Alors, ce sont des reproductions de fossiles. Et quand les conditions sanitaires le permettront, les gens pourront un peu regarder ça de très près, dès que ce sera possible, et caresser les cailloux comme tu avais commencé. Donc là, j'ai mis quelques roches, mais en fait, nous en avons encore énormément dans les placards, pour divers exposés. Nous aurons aussi des météorites. Alors là, je ne les ai pas amenés, mais nous avons des exposés consacrés aux météorites et à une promenade géologique sur Mars. Ah oui. Ah ouais, carrément. Alors là, moins de roches, mais quand même, il peut y avoir des surprises. Sinon, les roches, eh ben, il y a un exposé qui leur est totalement dédié, ce que disent les pierres, et là, c'est l'occasion de partir un peu... c'est très ouvert quand on discute, qu'est-ce que me raconte telle roche, tel fossile. Et sinon, nous avons les grands classiques consacrés à l'évolution du climat, au climat du passé, hein, avec le changement climatique, quand même fortement d'actualité, et tout ce qui est géodynamique. Tectonique des plaques, formation des montagnes, volcanisme et séisme. Et justement, puisque je te parle des séismes, j'ai aussi une petite manip. Alors, elle aura besoin sans doute d'un petit rafraîchissement, mais déjà, elle me permet de montrer... On va essayer de provoquer un tremblement de terre. Alors, pas ici dans les lieux, ce serait bien triste quand même, bah oui, non. Hein, mais de simuler ça. Alors là, on a des petits blocs de pierre, il faut imaginer que ça représente à peu près 10 km de croûte terrestre, et on va lancer un petit moteur qui exerce une tension, qui va exercer en fait des contraintes sur ces blocs de roche qui sont préfracturés, hein, ce qu'on appelle une faille, et on voit au début qu'il se passe rien. C'est très impressionnant. Ça, c'est incroyable, hein, voilà. Un exposé où il ne se passe strictement rien. Si, il faut être patient, et voilà, on a raté, mais d'un coup, ça a lâché. Puis on voit surtout, alors là, c'est, voilà, hein, ça fonctionne par à-coups. Alors là, sur la fin, ça avançait quand même très régulièrement comme ça. Ouais. Mais normalement, ce qu'on a vu, mais j'étais en train de parler pendant, parce que c'est ça qui est génial avec les tremblements de terre, c'est qu'on ne peut pas les prévoir. C'est pas si génial que ça, mais disons que ça permet de comprendre les forces
accumulé, ben, la roche résiste, puis d'un coup ça lâche. Et ce qu'on a vu à un moment, c'est que ça bougeait, ça libérait l'énergie, puis ça s'est recoincé, puis après ça rebougeait. Alors vers la fin, ça bougeait un peu régulièrement, mais l'idée c'est vraiment le principe du cycle sismique. Tant qu'il y aura des contraintes appliquées, il y a blocage, libération d'énergie, ça bouge, reblocage, libération d'énergie, ça bouge, etc. Et à chaque libération d'énergie, ça fait un séisme. Voilà, et en incroyable. plus là, avec les petits ressorts pas très jolis, ben, vous pouvez voir que quand même, c'est magnifique. C'est un peu amplifié. Très belle pelouse en tout cas, si oui, je peux me permettre. Magnifique. Donc ça, bon, c'est un petit moyen d'aborder ça. Et puis pour conclure, si on veut replacer par exemple tous ces séismes sur les grandes structures géologiques, nous avons notre magnifique globe en relief. Alors surtout, ce qui est génial dans ce globe, c'est qu'on a les reliefs océaniques. Donc là, par exemple, j'ai pris exprès le Pacifique, puisque comme ça, on voit cette origine volcanique des fonds océaniques, et on repère des grandes structures où justement pourraient se produire des séismes. Là, par exemple, il y a la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du globe. Donc là, on imagine quand même qu'il y a une grande fracture, un peu comme on a vu. Là, c'est les fameux plaques qui plongent, ce qu'on appelle la subduction. Et donc, ce globe terrestre, on pourra le toucher, à nouveau, quand les conditions sanitaires le permettront. Et notamment, on l'utilise assez souvent pour les publics déficients visuels. C'est très pratique pour repérer certaines zones importantes. Voilà, donc nous espérons vous voir bientôt, nombreuses et nombreux, pour participer à nos voyages dans l'espace et dans le temps. Super, et pour venir caresser l'Australie. Voilà, par exemple. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Nous voici dans le coin physique, informatique et sciences du numérique. Oui, je l'ai. Et à nos côtés, voici Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, ravi de te revoir. Alors, nous emmènes-tu à la découverte de ce... Alors, nous voici en physique. Waouh! Et là aussi, bah, tout est recyclé. Tout est d'époque. Jusqu'à Jacques d'ailleurs, qui est 100% en réemploi. Waouh, ravi. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, il y aura peut-être des redites, mais donc tous les mobiliers, que ce soit la paillasse, que ce soit les placards, que ce soit le sol, tout est récupéré et réalisé à partir des matériaux qu'on trouvait essentiellement là dans la salle d'exposition lumière. Donc, comme ça, les physiciens peuvent retrouver leur univers. Ils sont dans leur habitat naturel Ils comme sont ça. dans leur habitat naturel. D'accord. Alors, de l'autre côté, nous avons la partie informatique, avec notamment l'émission de la salle, qui est un peu particulière parce que donc on est sur une salle d'exposé comme celle qu'on a vue tout à l'heure, avec des médiations de part et d'autre. Mais il y aura également des ateliers qui vont être organisés dans cette salle, des ateliers informatiques. Et donc, à ce moment-là, les postes informatiques seront mis en place. Donc, avec déjà une vingtaine de visiteurs. Waouh! Génial! Et donc on retrouve aussi des fragments, des restes de l'ancienne exposition informatique qui était avant. Ça marche. Ben merci. Bonjour Jacques, tu es donc médiateur en physique ici? On va parler de... Physique? Tout à fait. Incroyable. Alors quand je dis physique, on va parler de physique au sens très très large du terme. Puisqu'on va aussi bien parler de tout ce qui est changement d'état, thermodynamique, les très basses températures. Là, on va descendre à moins 196 degrés. On va parler de fluide, on va parler de gaz, de liquide, du vide. On va parler de ce qui fait qu'un avion vole ou qu'un bateau flotte. On va également parler des ondes, des vibrations, mais aussi de la lumière. On va parler du magnétisme, de l'électromagnétisme. Et puis, on va bien sûr parler d'acoustique, du son musical, notamment, le fameux son musical. Et comme on est au Palais de la Découverte, on pourrait difficilement se passer de parler d'électrostatique. Et oui, alors, nous ne sommes pas dans la grande salle électrostatique, mais oui, vous aurez les cheveux qui se dressent en venant nous voir. Promis. Et je voudrais prendre quelques instants, il faut vraiment qu'on règle ce problème. Oui, Je dis donc, je vais prendre quelques instants pour vous montrer l'expérience que je trouve particulièrement jolie quand on parle de vibration et d'ondes. Là, j'ai une plaque de métal. À l'aide de cet archet, je vais la faire vibrer. Les vibrations vont se promener, se propager dans la plaque sous forme d'ondes et vont se mélanger les unes aux autres. Et quand une vibration, une onde rencontre une autre vibration, il peut se passer deux choses principalement. Ou alors, vous avez une bosse qui rencontre une bosse, et quand elles se croisent, double bosse. Ou un creux qui rencontre un creux, double creux. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est si une bosse rencontre un creux,
ils vont s'annuler. C'est exactement ce qui va se passer dans cette plaque. Il y a des endroits où les bosses vont s'additionner aux bosses, ça va monter très haut en vibrant. Il y a des endroits où les bosses et les creux vont s'annuler, ça ne vibrera. C'est comme si ça ne vibrait pas du tout. Et pour rendre tout cela un peu joli, si ça n'était pas déjà assez, je dépose sur la plaque du sable. Ce sable va être éjecté des endroits où ça vibre beaucoup, pour tomber, pour aller se réfugier là où ça ne vibre pas. Donc ce sable va dessiner ce qu'on appelle les figures de Chladni. Et voilà. Le sable dessine ces figures de Chladni. Alors, comme pour chaque plaque, je dirais, chaque façon de vibrer correspond à une note, et ben on peut, avec cette différence, en quelque sorte, voir des notes de musique. Tiens, je vais prendre juste encore quelques instants, hop là, pour montrer une autre manière que cette plaque a de vibrer. Et pour cela, souvenez-vous, les endroits où la plaque ne vibre pas, c'est là où le sable va s'accumuler. Et bien, je vais imposer des endroits où la plaque ne vibre pas. Je pose un doigt ici, un doigt là, et je sais déjà que là et là, la plaque ne vibrera pas. Attention, le son est beaucoup plus aigu, c'est pas très agréable, mais c'est joli. Je m'écarte un peu. C'était un mi. Voilà, c'est ça qu'on appelle les figures de Chladni, et je voulais vraiment vous montrer ça parce que je trouve ça tout à fait magnifique. C'est très très beau. Alors, on va maintenant pouvoir enfin expliquer le pourquoi du comment de ces planches de bois. Ces planches de bois recouvrent ce qui sera dans quelques temps, pas trop longtemps, dans quelques temps, recouvre ce qui va accueillir un rail d'aimant sur lequel on pourra faire léviter un surf. On aura vraiment un surf électromagnétique qui va léviter au-dessus de ces rails et tout le monde pourra l'essayer, oui, comme dans Retour vers le futur. Incroyable. Tout à fait. Pour l'avoir déjà essayé, je peux vous dire que ça vaut le détour. Très bien, merci beaucoup. Voilà, et ben merci beaucoup à tous. Bienvenue, vous êtes bien évidemment les bienvenus dans l'espace physique, que vous soyez fan de physique ou que vous ne le soyez pas. C'est également très important. On n'a pas parlé de cette guitare. La guitare. Pardon, mais c'est important. Quelques secondes parce qu'elle nous tient beaucoup à cœur parce que c'est la guitare sur laquelle Albert Einstein a composé Let It Be. Oh waouh, incroyable. Bah écoutez, N'est-ce pas ? merci, c'est vrai. Je vais méditer ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, je me dirige vers l'autre côté de la salle, qui est le coin informatique et sciences du numérique. Et je vais retrouver Émilien. Émilien, bonjour. Bonjour Valentine. Tu es donc médiateur ici. De quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous parler de tout ce qu'on fait dans cette salle-là. Il y a accès un peu tous les jours, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Et clairement, il y a énormément de choses qui sont super intéressantes à découvrir. Et malgré l'âge de ce domaine scientifique qui est clairement très très jeune, en gros, l'informatique moderne, on va dire, c'est à peu près les années 50. Par rapport aux autres sciences, on est quand même très très jeune. Ouais. Et il y a des choses absolument fascinantes à découvrir dans ce domaine-là. Alors en particulier, je vais parler de robots. On parle de robots dans les exposés. Donc par exemple, Nao. Je te présente Nao. Donc c'est un petit robot, il est assez connu. Tu as peut-être déjà vu sa tête. Un peu mal poli par poli, contre. Ouais. Nao, tu es là ? Bonjour. Oh, il a dit oui. Il est un peu sourd de la feuille. Nao, tu es là ? Voilà. Je crois qu'il... Ah, wow. Il est aussi svelte que moi au réveil. Dis donc, vous aviez commencé sans moi ? Ah bah oui, ça fait un petit moment que ça commence, désolé. Donc Nao, c'est un robot relativement récent en fait. Il permet de faire énormément de choses, il est programmé de manière assez facile et il nous accompagne dans les exposés. Donc on peut un petit peu interagir avec lui, ce qui est assez sympa. Mais bon, Nao, c'en est un ultra récent et du coup, c'est pas forcément représentatif de toute l'informatique. Par exemple, il y a ce robot-là. Ce robot-là, nous on l'a surnommé Spot. C'est Electric Dog. Electric Dog, en fait, c'est une reproduction du tout premier robot qui a été inventé. Et ça date de 1912. Et 1912, c'est avant les ordinateurs. Concrètement, on a eu des robots avant les ordinateurs, ce qui est assez surprenant. Oui. Donc voilà, c'est une reproduction. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est relativement récent. Par contre, parce qu'on l'a un petit peu modernisé, mais ce qu'il y avait à l'époque, donc avant les ordinateurs, avant l'électronique, concrètement, c'est plus trouvable ça en fait. Oui. Donc du coup, on l'a modernisé, mais il fonctionne toujours pareil. Donc je t'invite à revenir si tu as envie de voir un petit peu comment il fonctionne, parce que là, je peux pas trop le faire rouler. Bien volontiers. Et voilà, c'est un peu cette idée-là.
Donc l'histoire de l'informatique, c'est un domaine ultra important parce que concrètement, c'est un domaine jeune et il faut forcément qu'il soit basé sur d'autres choses. Et en l'occurrence, les maths et la physique, c'est ultra important dans cette histoire-là. Et un petit peu explorer ces aspects-là, c'est vraiment primordial pour bien comprendre comment ça fonctionne et découvrir un peu toutes les merveilles qui est autour de ça. Moi, un objet que j'adore, c'est celui-là. Celui-là, c'est un disque dur. Oh la vache. Alors pour information, il fait 1,5 giga, c'est à peu près la taille d'un film, un petit peu plus que la taille d'un film. Ouais. Donc là-dedans, on peut stocker un film. 12 kilos. Donc il fallait se le trimballer celui-là. Ouais. Et en gros, on a commencé à utiliser ça au début des années 70 à peu près, jusqu'aux années 80. Et donc c'était très répandu dans les entreprises. Par contre, un autre objet un peu plus original, c'est celui-là. Celui-là, c'est un relais électromécanique. Et ça, ce truc-là, c'est ce qu'on utilisait dans les premiers ordinateurs pour arriver à faire du calcul. C'est quand même assez surprenant concrètement parce que comment on peut faire du calcul avec ça? Et ça, justement, on a tout un exposé qui l'explique qui est super intéressant et impressionnant. Donc voilà, du coup, on présente un petit peu tous ces aspects-là. Donc ça va aller du cœur de l'informatique, c'est-à-dire ça va être en gros comment fonctionne, par exemple, la petite centrale de calcul d'un téléphone, jusqu'à des applications très concrètes comme l'intelligence artificielle. Comment on fait pour que le téléphone, quand on lui parle, il puisse reconnaître ce qu'on lui dit et qu'il puisse nous répondre. C'est des choses qui sont assez intéressantes à découvrir et surtout assez spectaculaires. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on a des choses vraiment balèzes, quoi. Ok, et on peut essayer de faire des choses nous-mêmes grâce aux ateliers. Exactement, du coup les ateliers que tu as montré tout à l'heure, en gros les ateliers ça permet aux gens de manipuler un petit peu, donc on fait un petit peu de robotique, on a des petits robots sympas, tout rigolos qu'on peut manipuler, qu'on peut programmer pour leur faire un peu ce qu'on veut, et en plus de ça, on peut faire aussi quelques petits ateliers de codage pour faire des jeux vidéo, des choses comme ça qu'on proposera plus tard. Super. Écoute, merci beaucoup, Emilien. On merci à toi. Très bientôt. À très bientôt. Je vous invite à aller voir tous ensemble. On va découvrir le module suivant. Nous voici à présent dans le module Sciences de la vie et mathématiques. Allons-y. Bonjour. Fernando, qu'y a-t-il de vieux dans cette pièce? Eh bien, tout est vieux. Tout est vieux. On va commencer par parler de pi. Ah, parlons de pi. De pi. Alors, non, pas celui-ci, voilà, mais de pi. Excellent. De pi, du nombre pi, des décimales de pi, donc qui était présente, donc que tu peux voir là au plafond, et qui était présente depuis l'origine du Palais des Découvertes dans la salle pi, donc. Et il se trouve que donc au moment de la vente des décimales de pi, la vente aux enchères, il restait la trace de colle des décimales sur les panneaux en bois, et ça rentre plutôt bien. Ah bah oui, gros coup de bol. Gros coup de bol, exactement. Et l'autre gros coup de bol, c'est que pour pouvoir le suspendre, il fallait appliquer un vernis ignifugeant pour le traiter au feu. Oui, et en appliquant ce vernis, ça a contrasté les chiffres qui n'apparaissaient que très faiblement au début. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec ce résultat-là. C'est un beau tour de magie quand même. Un beau tour de magie. Ouais. Et après, comme pour les autres salles, je ne vais pas le redire, mais tous les matériaux qui ont été utilisés, du sol au plafond, proviennent de différentes expositions. Et notamment pour réaliser ces tables qui sont réalisées à partir des panneaux de la salle informatique. Bonjour Stéphanie, donc tu es médiatrice en biologie. Oui, en sciences de la vie. Sciences de la vie. Donc là, on est chez moi et chez mes collègues parce qu'on est une grosse unité. Merci de nous accueillir. On a plein d'exposés différents à vous proposer. Et comme disait Baptiste, on a la chance d'avoir des tables. Dans cette salle, du coup, on va pouvoir faire asseoir les gens, ça c'est déjà pas mal, et ils vont pouvoir bricoler, manipuler. Le public va apprendre à utiliser un microscope. Oh. Voilà, donc on vous apprend comment ça fonctionne, et puis surtout on vous propose d'observer des choses, des cellules, animales, végétales. Aussi pas mal de maquettes, je vous en ai sorti quelques-unes ici. On a des maquettes de bassins féminins et masculins, qui vont vous permettre de parler de différentes choses, d'organes génitaux, de reproduction et aussi de sexualité. On a un atelier pour les adolescents et un atelier pour le grand public à partir de 13 ans où on va parler de cet organe qui est à la mode en ce moment. Oui, c'est la collection automne-hiver celle-là. Qu'est-ce que c'est que cet éphéméride? C'est un clitoris, un organe génital féminin entièrement dédié au plaisir sexuel. Alors on en parle beaucoup en ce moment. Beaucoup de gens pensent qu'il a été découvert il y a peu de temps. C'est pas vrai du tout. Ça fait des centaines d'années qu'on
Et justement, ça, c'est celui qu'on voit un peu partout en ce moment. C'est une maquette un peu stylisée. Et on a la chance d'avoir ici des maquettes qui sont plus réalistes, qui montrent que, comme pour n'importe quel organe, les formes, les tailles varient en fonction des personnes. Après, je vous ai préparé un début de manipulation ici, où on va parler d'ADN. Alors normalement, cette expérience d'extraction d'ADN, on l'a fait à partir de salive des visiteurs, donc il va falloir encore attendre un petit peu avant qu'on puisse la faire à partir de salive. C'est pas trop le moment. Du coup là, je vous ai préparé un petit jus d'oignon. J'ai fait les premières étapes, je vous dis pas ce que j'ai fait comme ça. Vous êtes encore une fois obligés de venir nous voir. Je vous fais juste la fin. Donc à partir de ce jus d'oignon, je rajoute un dernier produit et croisons les doigts. C'est un peu décevant. Je ne sais pas si on voit bien. Mais un peu là. Oui. En haut. Oui, ici, là. Ouais. On voit apparaître des filaments blancs qui sont des filaments d'ADN. Magnifique. Bon, j'en avais préparé un avant. Là, on voit beaucoup mieux. Ah oui, c'est pas faux. Et voilà, si vous venez, après cette crise sanitaire, on pourra le faire à partir de votre salive et vous pourrez repartir avec votre ADN dans un tube. Là aussi, automne-hiver, en pendentif. Tout à fait. Je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà. Ça pourra servir à se cloner après, comme ça. Oui, on en reparlera. C'est pas si facile. Hein. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut parler de cette personne qui n'a pas l'air très voilà, très en c'est point. Olivier. Il a un petit peu raté sa manip. Il m'a dit, donc là, il se repose un peu. Le pauvre. C'est la géologie qui fait ça. Il faut croire, hein, c'est pas un bonnet de bain qu'il a sur la tête, ça c'est notre poste d'électrophysiologie. Donc on va pouvoir soit enregistrer les ondes cérébrales de nos cobayes. Bon là ça marche pas très bien, il est pas hyper en forme, mais voilà, ça va nous permettre de parler de sommeil. Donc si vous êtes un gros dormeur, venez nous voir parce qu'on a du mal à faire dormir le public dans nos salles. On est tellement passionnant, donc on aimerait bien un jour que quelqu'un s'endorme pour de vrai, pour qu'on puisse montrer en direct au public la différence au niveau des ondes cérébrales entre les phases d'éveil et de sommeil. Ça va, Olivier? Oui. Et puis là, si j'arrive à vous montrer, on a aussi des électrodes qu'on peut mettre sur les poignets pour cette fois-ci parler du cœur et enregistrer un électrocardiogramme. On va le laisser, ça ne va plus. Voilà. Et sinon, pour finir, je voulais vous parler de notre vache qui a beaucoup plu à Baptiste et de nos petites bactéries et de cette poule que j'adore. Poule. On peut l'appeler Pyrrhica? Comment? Pyrrhica. Pyrrhica, si ça te plaît. Oui, allez. Pyrrhica. Écoute, d'accord. Elle a l'air contente. Donc ça, c'est pour parler, c'est très sérieux, de vaccination, de vaccins. Donc surtout, on va parler d'histoire de la vaccination pour vous expliquer un peu comment on a mis au point les premiers vaccins. Donc ils ont été faits à partir de bestioles. Et puis bien sûr, comme c'est d'actualité, on va parler aussi de vaccins plus récents, comme le vaccin contre la Covid, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le système immunitaire, pourquoi c'est parfois très long de mettre au point un vaccin et pourquoi des fois ça va très très vite. Et alors dans cette salle, on n'a pas que des animaux en peluche, on a aussi des vrais animaux. Mais pour ça, je laisse la parole à Pauline, qui est bien plus douée que moi sur le sujet. Ah, parfait. Alors bonjour Pauline. Bonjour Valentine. Pauline, donc tu travailles au laboratoire du vivant. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Alors, travailler au laboratoire du vivant, très simple, c'est concevoir des expériences pour expliquer un phénomène biologique. Donc tous les animaux qui forcément ont été choisis pour les étincelles n'ont pas été choisis par hasard. Donc ce que vous pouvez voir sur toute la paillasse quand on déroule, vous verrez au fur et à mesure, on voit différents terrariums qui ont été conçus exprès pour l'occasion, pour respecter le bien-être de l'animal, parce qu'à force de travailler avec eux, on est avec eux depuis déjà quelques années, donc on connaît bien leur cycle de développement, pour leur permettre de se développer le mieux possible. On commence par les grenouilles? Allez. Alors, les grenouilles, elles sont utilisées dans un exposé qui parle de démarche expérimentale. Donc, avec le chargé d'exposé, vous apprendrez comment on fait pour y arriver et quel cheminement on doit suivre. Ce sont des grenouilles rieuses. Donc, peut-être que pendant l'exposé, si vous avez un peu de chance, vous les entendrez chanter. La question auquel vous allez essayer de répondre, c'est comment les grenouilles perçoivent-ils leur proie? Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir comment ça se passe pendant l'exposé. Parfait. Juste à côté, on a un terrarium, donc on a l'impression qu'il est vide. Pas du tout. En fait, c'est une toute petite bête qu'on trouve sous la mousse. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Ça grouille. Tout à fait, ça grouille. C'est ce qu'on appelle des cloportes. Alors, pourquoi on a voulu présenter des cloportes? Parce que parfois, les plus petites bêtes, elles font les plus grandes choses. C'est un animal qui impacte extrêmement positivement le cycle de vie de nos sols. Donc, on peut presque dire que c'est un engrais naturel. Ah oui. Alors, c'est assez intéressant aussi parce qu'on se demande souvent dans quelle classe d'animaux ils sont dans l'arbre du vivant. Est-ce que c'est des insectes? Est-ce que c'est toute autre chose?
Vous l'apprendrez du coup, je vous laisserai découvrir ça en exposé. D'accord. Si je peux me permettre de dites-moi. t'interrompre, juste, qu'est-ce que c'est que ce pied? Alors, les gens se demandent souvent qu'est-ce que c'est ce pied. En fait, en exposé, donc c'est un diorama qui représente le cycle de vie du moustique. Donc, on vous expliquera donc quel est le cycle du moustique et en fait, on essaye de faire deviner que c'est un moustique. Donc, comme les moustiques piquent l'humain, ils ont mis un pied pour essayer de représenter le lien entre les deux. Et on a mis le pied aussi parce que comme c'est au sol et une partie du cycle du moustique se passe dans l'eau avec les œufs que vous pouvez deviner au-dessus et les larves en dessous, c'était pour ça le pied. D'accord, c'est extrêmement réaliste en tout cas. Et un petit peu flippant. Ils ont essayé. Donc pardon, reprenons. Aucun souci. Donc ici vous avez les cétoines, donc ce sont des petits coléoptères. Ils seront liés dans un exposé pour découvrir le monde animal avec les phasmes que vous avez juste là en bout de paillasse. Donc, dans cet exposé, vous entendrez parler de plein de mots différents, comme de cycle de reproduction, de métamorphose complète, incomplète. On vous parlera d'écologie aussi, ou encore de mimétisme. Alors, pour vous spolier un peu, il y a une de ces deux espèces qui est capable de se reproduire sans la présence d'un mâle. Oh. Et pour finir par le meilleur, alors je dis le meilleur parce que depuis que je travaille au laboratoire du vivant, je travaille beaucoup avec les fourmis, donc on m'appelle Madame Fourmi. Et plus sérieusement, on a voulu vous présenter une colonie de fourmis parce que les fourmis sont des insectes sociaux. Donc, c'est des animaux qui s'organisent en colonies et où les tâches sont extrêmement bien réparties. C'est pour ça aussi que les chercheurs les étudient depuis si longtemps pour leur comportement et elles ont des moyens de communication qui sont très précis. On a choisi celle-là aussi parce qu'il y a quelques petites particularités assez drôles. Ce sont des fourmis qui sont capables de vivre sans reine, ce qui est assez inédit pour une fourmilière. Ah oui. Et c'est une fourmi dont le petit nom est Harpegnathos saltator. Alors, on ne vous demandera pas de le retenir. Par contre, si vous tendez l'oreille, saltator, effectivement, ce sont des fourmis sauteuses. Et Harpegnathos parce qu'elles ont des mandibules en forme de harpon. Voilà, pour la biologie animale, ce sera tout. J'espère vous avoir donné envie d'assister aux exposés de biologie animale. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Cool, merci beaucoup Pauline. Avec plaisir. À la prochaine. Donc j'enchaîne avec Robin Jamet. Donc toi tu es matheux. Oui. Je suis désolée. Non, mais écoute, j'essaie de vivre assez bien. Ok, bah c'est le principal. Normalement, j'ai donc un objectif dans la vie qui est d'essayer de convaincre les gens que les maths c'est sympa. Je suis payé pour, mais cela dit, je le fais des fois en heures sup. Et donc voilà, dans cette salle-là, alors les tables, nous aussi, on voulait avoir des tables. C'est l'une des choses qui nous est le plus demandée avec le grand public et avec les scolaires. On fait des ateliers où il y a moyen de faire chercher les gens. On essaie de dire aux gens, on fait comme si vous étiez des mathématiciens, des mathématiciennes. Je ne sais pas si tu as déjà fait. Non, ça a l'air cool. Et voilà, on leur donne des problèmes et on leur fait se rendre compte qu'eux aussi ont un cerveau. Et que en fait, les maths, c'est pas réservé à une élite, c'est juste un truc, voilà, c'est comme beaucoup de choses, il faut s'entraîner, c'est mieux de s'entraîner. On peut avoir plus ou moins de prédisposition, mais tout le monde peut trouver des choses en maths. Et donc, on essaye de faire chercher les gens, de faire en sorte que ça ressemble à de la recherche mathématique. Et donc, on a mis des motifs dessus, on a discuté avec nos collègues de bio pour avoir des motifs qui peuvent évoquer aussi bien les maths que la bio. Oh. Et voilà, c'est chouette. Et puis sinon, l'autre partie de notre offre, c'est essentiellement des exposés. Et on a enfin réalisé un rêve qu'on a depuis très longtemps, qui est de commencer à faire un cabinet de curiosité mathématique. Il y a même des objets tellement partout qu'on n'avait plus assez de place dans les étagères. Donc on en a mis là. On en a mis un peu partout. Et l'idée, c'est de dire que... on aime bien donner une image des mathématiques un peu plus large que ce qui est généralement connu par les gens. Et donc là, l'idée, voilà, c'est que les gens peuvent voir ça et se dire, bon... Ok, si je vois un cercle, je peux avoir une idée que c'est un lien avec les maths. Si je vois une machine étrange à tresse, si je vois une pomme de pin, je peux peut-être plus me poser de questions du lien avec les maths. Et donc, l'idée, c'est que ça peut susciter les questions et qu'on commence à parler de plein de choses. Donc, je voulais juste montrer, parce qu'on a parlé de récup avec Baptiste, cet objet-là, qui est là, c'était un meuble, en fait, dans le Palais de la Découverte. On avait commandé à nos menuisiers, parce qu'on avait un atelier de menuiserie, on leur avait commandé juste un meuble, un cube, quoi, pour poser un truc dessus. Et puis, comme ils sont marrants, sympas, et qu'ils veulent faire bien les choses, ils nous ont fait, alors je ne vais pas creuser, je vais expliquer pourquoi c'en est un, mais un hypercube, ça s'appelle un hypercube. Wow. Donc quand on a déménagé, plutôt que de le jeter, il a été suspendu ici, on va pouvoir aussi en parler en médiation. C'est génial. C'est un bon morceau quand même. Ouais, c'est vraiment joli, et il y a plein de choses intéressantes à raconter dessus. Et puis ça fait super dans le décor, comme voilà. Et comme tout le reste, je trouve, mais je suis un petit peu de parti pris. Et alors voilà, ce que je voudrais vous montrer du coup,
je me suis dit que j'allais parler de ça. Ah, une petite partie Au de début, Motus. on a fait style, je vais te demander de quoi tu vas entendre parler, tu choisis, mais on n'a pas le temps. Oui, non. Donc, on va dire que c'est de ça que tu as entendu, Ah, voilà, oui, oui, tu as complètement. envie d'entendre parler de ça, qui a été réalisé dans l'atelier de plasturgie, cette fois, du Palais. Oh. Et alors ça, c'est complètement de saison, enfin ça va commencer à être de plus en plus de saison, c'est pour parler de sondage. Ouais, donc tu vas pas le... la question est, on va pas faire de politique, hein, on reste dans la bonne humeur, tout ça. La question est, une question assez neutre, hein, combien il y a de billes vertes en proportion à peu près là-dedans? Tu as une idée? 10%. 10%. Je sais pas si tout le monde a le droit de participer, hein, 10%. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 20? Tu dis 10? Je dis 10 pour tout le monde. Voilà. Et C'est donc, la démocratie. comment on fait pour savoir? Alors, il y a une solution qui serait de les compter une par une. Mais déjà, ils sont dans le bocal, donc c'est compliqué. Ouais. Et en plus, il y en a beaucoup, donc ça va être long. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait un sondage, comme pour savoir pour qui les gens vont voter, tout ça. Les billes ont un gros avantage, elles ne mentent pas, elles ne changent pas de couleur, tout ça. Hein. Et donc là, on y va, on mélange. Attention les oreilles. On mélange, c'est très important, parce que si les billes vertes sont plus lourdes ou plus légères, évidemment, voilà. Donc on mélange, j'ai mal mélangé, voilà. Et là, on peut compter. On a en fait 25 petits emplacements là-dedans. Donc sur les 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 qui sont verts. Donc 6 billes vertes sur 25. Ouais. On multiplie par 4, ça doit donner à peu près sur 100. Ouais, 6 fois 4, 24. Donc ça veut dire qu'à peu près 24%. Oui, ce que j'avais dit. Ouais, là, tu le vis pas trop comme un échec, ça va? Non, ça va. Si tu veux, on peut recommencer. Ah oui, oui. Oui, on recommence. Alors, on recommence, J'aime on tellement ce remélange. bruit. Nos collègues adoraient quand on faisait ça juste à côté de leur salle d'exposé de chimie. On recommence, et là, il n'y en a plus que 2. Ah. Donc tu t'es encore trompé, mais dans l'autre sens cette fois, puisque 2 fois 4, ça fait 8%. Ouais. Donc on est passé de 24% à 8%. Je pense qu'il y a un homme politique qui a tenu un discours très convaincant pour changer de couleur. Ouais, il y en a plein qui ont dit « Ok, je suis plus verte, je suis blanche ». Ou alors juste, en fait, c'est normal que ça change à chaque fois. C'est un peu le principe du sondage. Et donc ça permet d'expliquer d'où viennent les fourchettes. Quand on donne le résultat d'un sondage, on ne doit jamais donner juste une valeur, ça n'a pas de sens. On donne une fourchette, on dit qu'il y a des approximations. Voilà, et c'est de ça que ça vient, c'est la variabilité. On fait la même expérience, mais évidemment ça change, il y a du hasard. Voilà l'une des nombreuses choses qu'on peut raconter. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter, mais il est l'heure de passer en astronomie. Incroyable, merci beaucoup. J'espère que tu feras un feat avec le présentateur de Motus pour expliquer tout ça. Ça me ferait très plaisir. Je pense qu'on peut faire un partenariat. Allez, parfait. Merci beaucoup. Pour enchaîner, je vous propose une petite vidéo impromptue. Une vidéo pour expliquer un dispositif qui s'appelle « Un chercheur, une manip ». Bonjour, je suis Bénédicte Leclerc et responsable de l'unité Un chercheur, une manip au Palais de la Découverte. Bienvenue au Palais de la Découverte et à Un chercheur, une manip. Un chercheur, une manip, ça consiste à inviter des chercheurs à présenter leurs travaux à partir d'expériences qu'ils réalisent en laboratoire ou d'expériences adaptées qu'ils présentent au public de manière concrète. Alors, il y a un espace dédié à un chercheur, une manip, que l'on présente un petit peu pour rappeler un laboratoire. Et il y a surtout une paillasse et une manip dessus qui va être manipulée par le chercheur. Alors, les musées de sciences et les centres de culture scientifique ont en gros 2 manières de présenter la science. Soit des exposés par les médiateurs, soit des conférences données par des scientifiques, mais qui n'ont pas de manip. L'originalité d'un chercheur, une manip, c'est de rassembler les deux. On a une manip qui a été montée et c'est présenté par des chercheurs directement. L'idée, elle date de 1937, de la fondation du Palais de la Découverte, puisque l'idée de Jean Perrin, qui est prix Nobel de physique, c'était de faire venir la science au pied du public, de faire que le public puisse rencontrer directement la science et puisse découvrir la science. Alors, qu'est-ce qui va changer dans les étincelles sur un chercheur, une manip? Presque rien, puisque le principe reste le même. Les chercheurs viendront présenter des manips au public. En avant-première, les thèmes d'un chercheur, une manip, la biopile. Vous allez apprendre comment dépolluer l'eau et produire un faible courant électrique avec des champignons. Le fonctionnement des cellules, éventuellement jusqu'à l'apparition des cancers. Et le troisième, vous allez apprendre à fabriquer une comète. Alors, la toute première aux étincelles, un chercheur, une manip aux étincelles, c'est le 19 juin. Retenez cette date. Nous voici à présent au planétarium.
Et pour cela, nous retrouvons Jean-Eudes. Jean-Eudes, donc, du coup... Que du vieux, bah non. Non, désolé. Là, pour le coup, cette fois-ci, il y a essentiellement du neuf. Ah. Pour des raisons de sécurité, essentiellement, on a acheté des fauteuils au planétarium que vous allez découvrir avec Philippe. Il y a quand même une petite anecdote sur le pupitre qui sert au médiateur, qui a été réalisé à partir des placards du bureau du président d'Universcience. Donc je vous laisserai le découvrir. Et je voulais juste rajouter un dernier petit mot sur toutes les entreprises qui ont réalisé tous ces aménagements. Ce sont des entreprises locales d'Île-de-France qui sont engagées dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie circulaire. Et voilà, je voulais juste les remercier parce qu'elles ont fait un super travail. Effectivement, on peut le voir là. C'est pas dégueu. Très bien. Merci beaucoup, Valentine. Christophe Robert. À bientôt. Maintenant, nous arrivons en compagnie de Philippe, qui est donc médiateur. Bonjour à tous. Alors, le Planétarium, on a une activité un petit peu particulière parce que nous, on a besoin d'une salle spécialement dédiée, une salle qui a forcément la forme d'une coupole, comme vous pouvez le voir ici, au-dessus. Et je vous propose, sans plus tarder, de me suivre à l'intérieur. En route. Le Planétarium va ouvrir un petit peu plus tard, au cours de l'été, je pense, quand on sera sûr de pouvoir vraiment faire les séances dans des conditions absolument optimales. Mais ça n'empêche pas que d'ores et déjà, je peux vous parler rapidement de ce qu'on va vous proposer quand on va se retrouver au cours de l'été. Alors je vais commencer par notre appareil. Allez. C'est un Zeiss, alors c'est vraiment la marque de référence depuis près d'un siècle sur les fabricants de planétarium. Alors vous avez ici un projecteur vidéo numérique qui va projeter le ciel étoilé à 360 degrés sur cette coupole qui fait à peu près 8 mètres de diamètre. Ah oui, quand même. Et ce projecteur, il est piloté depuis ce pupitre de contrôle. Et c'est ici d'ailleurs que vous allez retrouver sur le pourtour du pupitre ces fameuses étagères du bureau de notre cher président. Alors ce qui fait notre spécificité à nous au Planétarium du Palais de la Découverte, c'est qu'on a toujours fait, on va continuer à le faire, des séances en direct intégral. C'est-à-dire que c'est le médiateur scientifique qui à la fois pilote l'appareil en direct depuis le pupitre, mais aussi qui fait les commentaires en direct. Parce que on considère qu'il n'y a rien qui remplace cette interaction, ce contact direct qu'on peut avoir avec le public. Oui. Alors, quand on va se retrouver, on va vous proposer trois types de séances, trois thèmes de séances. Alors, le premier thème, ça s'appelle Balade céleste, c'est en gros une initiation à l'astronomie pour le jeune public. Le deuxième thème, il s'appelle Système solaire, il parle de lui-même. Et le troisième, on change d'échelle, ça s'appelle Étoiles. Toutes nos séances au planétarium, ça commence toujours par vous montrer le ciel, tel qu'on peut le voir. Alors c'est un ciel idéal, sans aucune pollution lumineuse, mais tel qu'on peut le voir depuis Paris. On vous montre les étoiles qui sont les plus brillantes qu'on voit dans le ciel, les planètes qui sont visibles en ce moment, et puis des objets peut-être un peu plus difficiles à voir, des amas d'étoiles, des galaxies qu'on peut voir à l'œil nu aussi, ça c'est pas facile. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un moment cette perspective du ciel vu depuis le sol, parce qu'on trouve que c'est vraiment important d'avoir ça, et on va faire défiler le temps en accéléré, pour identifier ensemble les principaux mouvements apparents qui semblent animer le ciel. Alors par exemple, le mouvement de la Terre sur elle-même, qui fait qu'on a l'impression que tout le ciel tourne autour de nous d'est en ouest en 24 heures, le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui est responsable du cycle des saisons, et puis les mouvements un petit peu compliqués et alambiqués des planètes sur le fond du ciel. C'est d'ailleurs l'origine du mot planète, c'est un mot planétès qui veut dire vagabond en grec. Et ensuite, en deuxième partie de séance, là on vous propose un voyage. On va quitter le sol de la Terre, et le voyage qu'on fait, il va dépendre lui un petit peu du thème de la séance. Alors on peut aller par exemple, pour commencer, faire comme les astronautes d'Apollo, aller jusqu'à la Lune. On peut aller derrière la Lune, voir la face cachée de la Lune, qu'on ne voit pas depuis le sol. Ensuite, on peut se balader dans le système solaire, aller sur la planète Mars, on peut même se poser sur la planète Mars. Plus loin dans le système solaire, sa grande star, c'est la planète Saturne, avec ses anneaux. Et avec notre vaisseau spatial virtuel, on peut même plonger au cœur des anneaux de Saturne, c'est vraiment assez impressionnant. Et puis ensuite, suivant le thème qu'on aborde, on va encore changer d'échelle, on s'éloigne encore plus, on visite les étoiles de l'environnement du Soleil, et puis on s'éloigne dans la galaxie, jusqu'à un moment donné, pouvoir même sortir de la galaxie et la regarder depuis l'extérieur. Et puis, ça ne s'arrête pas là, on peut continuer, s'éloigner encore plus, voir notre galaxie parmi d'autres galaxies dans notre amas local, reculer encore, faire un zoom arrière gigantesque, voir comment se structure l'univers à très grande échelle, et on peut aller jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'aux limites absolues de ce qu'on peut voir, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, un rayonnement fossile qui date
des premiers instants du Big Bang et qu'on peut observer comme un faible rayonnement en ondes radio. Alors voilà, c'est vraiment rapide, c'est ça qu'on pourra vous montrer dès qu'on pourra vous accueillir à nouveau. On vous attend avec impatience, j'espère que je vous ai donné envie de venir nous voir. Ah Voilà. bah tout à fait, j'ai très hâte que ça ouvre. Eh bien, on vous accueille avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci. Je vous propose de sortir du planétarium pour une belle conclusion. À tout de suite. Eh bien, merci beaucoup, chers internautes. Merci aussi aux équipes des Étincelles du Palais de la Découverte, aux médiateurs qui font travailler formidable, un travail absolument formidable. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi, et surtout pour eux qu'on vient ici, pour les sciences, mais aussi pour les découvertes, parce que c'est des gens absolument merveilleux. Je ne sais plus parler. Donc voilà, j'espère que cette visite vous aura donné envie de visiter ce nouveau lieu de science qui est situé donc dans le 15e arrondissement de Paris, à côté du parc André Citroën. N'oubliez pas de réserver en ligne sur le site internet du Palais de la Découverte, palais-découverte.fr, réservation obligatoire. Ne loupez pas ça, donc dès aujourd'hui vous pouvez réserver vos places parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez raté la visite ou si vous voulez la revoir, vous pouvez aller sur YouTube probablement pour voir le replay de cette émission. À bientôt.